Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Manuel scolaire et société. Collection dirigée par Michel Verdellan-Bourgade. La collection est dédiée aux études sur les manuels scolaires, champ d'études riche et diversifié, porteur depuis longtemps de recherches réputées comme de débats publics souvent passionnés. Différents domaines scientifiques contribuent aux travaux sur les manuels: histoire, didactique, sciences du langage, sociologie, anthropologie, religion, genre, biologie. Toutes les disciplines scolaires sont concernées, car elles comportent toutes des manuels, vecteurs d'enseignement le plus répandu: français, histoire et géographie, langue, biologie, sciences physiques, mathématiques, philosophie, économie, art, agriculture et même éducation physique et sportive ou travaux manuels. La collection accueille des études sur les manuels de différents pays, en et hors Europe, selon un éventail large d'approches: sociologique, anthropologique, historique, didactique, économie. La publication est contrôlée par un comité scientifique international. Ouvrage paru. Zadora, Anna, Entre Europe et Russie, la Biélorussie des manuels scolaires, 2016. Maurer Bruno, Verdellan Michel, Denimal Amandine, Migrants et migration dans les manuels scolaires en Méditerranée, 2016. Blaise Jacques. 2010. Le verbe et la chair. Un siècle de bréviaire de la République. Une archéologie du corps dans les manuels scolaires français de morale et d'hygiène, 1880 à 1974. 270 p. Groulez Michel. 2011. Les Juifs dans les manuels scolaires en France. 266 p. Morand Brigitte. 2011. 50 ans de guerre froide. Le conflit Est-Ouest raconté par les manuels scolaires français. 294 p. Toute notre histoire pèse sur nos esprits, dans son intégrité sanglante, sans que soit jamais tout à fait du passé aucun de ces faits ou de ces hommes. Carlos Fuentes, La plus limpide région. Petit rappel sur l'histoire de l'éducation nationale au Mexique. L'enseignement primaire est laïque, gratuit et obligatoire au Mexique, comme défini dans l'article 3 de la Constitution de 1917. Il est divisé en 6 niveaux, désignés par des chiffres allant de 1 à 6. Le premier niveau est appelé prime grado, le dernier sexto grado. L'année 1821 fut celle de l'indépendance du Mexique. L'éducation publique naquit quelques années plus tard. Les lois des 21 et 23 octobre 1833, établies par Valentín Gómez Farías, marquèrent son commencement, avec la déclaration de la liberté de l'enseignement, la création de la Dirección General de Instrucción Pública et la définition des compétences de l'État en matière éducative. Ainsi, on détruisait le monopole qu'avaient exercé les institutions ecclésiastiques sur l'éducation durant des siècles. Pendant le XIXe siècle, le nombre et la qualité des écoles augmentèrent. Des lois importantes furent votées, qui déterminèrent la division de l'enseignement en élémentaire et supérieur, la gratuité et la laïcité de toutes les écoles publiques d'enseignement primaire, et le caractère obligatoire de cet enseignement primaire. Au début du XXe siècle, à l'époque du Porfiria et sous le ministère de Justo Sierra, fut défini le concept d'éducation intégrale. Le rôle de l'école est d'éduquer l'enfant et pas seulement de l'instruire. L'éducation doit contribuer au développement harmonieux de l'enfant, du point de vue physique, intellectuel et moral. Fut ainsi introduite l'étude de l'histoire de la patrie, de la géographie du Mexique et du civisme. Les enseignants devraient désormais développer chez leurs élèves l'amour de la patrie, la fidélité à ses institutions et le désir de participer au progrès de la nation. Cependant, l'éducation restait le privilège des classes supérieures et moyennes. Pendant la Révolution de 1910 à 1917, le peuple voulut transformer les structures économiques, politiques et sociales, afin d'obtenir de meilleures conditions de vie. L'éducation devait devenir un instrument de lutte contre la stagnation économique, politique, culturelle et sociale. Commença alors à se dessiner une éducation populaire. Suppression de la secrétariat de Instrucción Pública et réforme de l'article 3 de la Constitution, où il est établi que l'État a tout pouvoir dans la réglementation de l'école publique et privée et que l'école devra être laïque et gratuite. Mais l'événement essentiel du début du XXe siècle fut, en 1921,
la création de la Secretaría de Educación Pública, SEP. À sa tête, José Vasconcelos. Il mit en place 3 actions fondamentales: développement des beaux-arts, création d'écoles et de bibliothèques. Son projet éducatif comprenait éducation indigène, éducation rurale et enseignement technique. Il considérait essentiel que tous les élèves aient des livres de lecture à leur disposition, et son but fut que toutes les écoles soient dotées d'une bibliothèque. La SEP fit éditer des millions de livres de lecture et d'histoire et géographie. Par ailleurs, il fonda une institution qui eut beaucoup de succès dans les années qui suivirent, la Misión Cultural. Il envoya dans les zones isolées du pays des instituteurs qui enseignèrent la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'histoire, les arts et les métiers. Il devait développer chez les élèves la conscience nationale et leur apprendre les bases de l'hygiène et de la médecine. De 1925 à 1930, Moisés Sáenz remplaça José Vasconcelos à la tête de la SEP. Il développa les écoles rurales et les écoles normales. Son successeur fut Narciso Bassols, qui impulsa l'enseignement secondaire et technique. De 1934 à 1940, sous la présidence de Lázaro Cárdenas, l'article 3 de la Constitution fut modifié et déclarait que l'éducation devait être socialiste, afin d'offrir un enseignement plus en accord avec les principes de la Révolution. Tout le système éducatif fut réformé, de nouveaux programmes furent créés et de nouveaux manuels édités. Les livres de lecture série SEP pour les écoles primaires urbaines, série Simiente pour les écoles rurales. De 1940 à 1958, le système éducatif s'est peu développé, à l'exception de l'enseignement primaire en milieu urbain et l'enseignement technique et professionnel. Ce fut une époque de croissance économique, grâce au développement du secteur industriel. Ainsi, le rôle des enseignants était de développer l'enseignement pratique et utile à la patrie, ainsi que le sens moral et le sens du travail. Les particuliers, à l'exception des institutions religieuses, furent autorisés à ouvrir et à diriger des écoles. À l'éducation socialiste, succédait le concept d'unité nationale. En 1942, fut votée une nouvelle loi, Ley Orgánica de Educación Pública, où l'on affirmait que l'État devait offrir une sensibilisation à l'amour de la patrie, des traditions nationales et de la fraternité humaine. L'hommage au drapeau devait être rendu chaque jour dans les écoles. En 1943, l'hymne national édité par la SEP en 1942 fut déclaré officiel afin d'encourager le sentiment national. En ce qui concerne les manuels, il en existait un grand nombre. Leurs auteurs devaient suivre les programmes définis par la SEP et adopter un ton civique et patriotique. Cependant, de nombreux enfants n'avaient pas accès aux manuels, car ils coûtaient très cher. Sous la présidence de Adolfo López Mateos, 1958 à 1964, Jaime Torres Bodet était ministre de l'Éducation. Les 2 problèmes qui se présentaient étaient qu'un grand nombre d'enfants en âge scolaire n'avaient pas accès à l'enseignement, et que la qualité de celui-ci était insuffisante dans tout le pays. Ainsi fut établi, le 31 décembre 1958, un décret connu sous le nom de « Plan de Losson-Sagnos ». Un grand nombre d'écoles furent construites, aussi bien en ville qu'à la campagne, et de nombreux enseignants recrutés. Une mesure essentielle fut la création, en 1959, de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. L'État se chargerait de faire rédiger, illustrer et éditer les manuels correspondant au programme de la SEP, et de les distribuer gratuitement à tous les élèves de primaire du pays. C'est à l'étude de ces manuels scolaires que nous allons nous intéresser ici, et plus particulièrement au manuel d'histoire de l'enseignement primaire édité par la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos de 1959 à nos jours. Introduction. En 2018, les Mexicains sont appelés aux urnes pour les élections municipales, régionales, législatives et présidentielles, dans un pays qui, 50 ans après les événements de 1968, semble vivre en démocratie. Nous pouvons supposer que la façon dont on leur a enseigné leur propre histoire aura une certaine influence sur la façon dont voteront les Mexicains. En effet, l'enseignement de l'histoire joue un rôle considérable dans la formation des citoyens et des travailleurs et dans la manière dont ils perçoivent la nation. La nation est une construction politique et idéologique que l'on fait reposer sur un territoire, une langue, une culture,
éventuellement une religion, et un État commun. L'école est un puissant instrument de construction et de renforcement de la nation, en particulier à travers l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Pour construire la nation, le discours historique s'appuie sur le récit d'un mythe, celui des héros qui ont participé à la construction de cette nation en portant des valeurs et ont permis au peuple de vivre en harmonie. Au Mexique, le gouvernement maîtrise parfaitement les outils de transmission de ce récit, puisqu'il est responsable depuis 1959, à travers la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, de la création, de l'impression et de la distribution des manuels scolaires à tous les élèves des écoles publiques du pays. Il s'agit d'un système éducatif très directif, puisque non seulement les manuels utilisés dans les écoles primaires sont imposés par l'État mais de plus, le livre du maître donne aux enseignants des directives précises concernant leur utilisation en classe. Il est par conséquent très intéressant pour nous d'étudier le discours de ces manuels d'histoire. Nous nous intéresserons ici aux 4 générations de manuels d'histoire de l'enseignement primaire, édités depuis 1959. Les premiers manuels d'histoire édités par la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos ont été diffusés dans les écoles de 1960 à 1972. Ils s'intitulent Historia y Civismo. Puis une seconde génération de manuels gratuits, intitulés Ciencias Sociales, a été utilisée par les enseignants et les élèves mexicains dans les années 1970 et 1980. En 1992 à 1993, eut lieu au Mexique une grande réforme de l'enseignement de l'histoire et des manuels provisoires, intitulés Historia de Mexico, furent édités. Ils furent utilisés très peu de temps, puisque dès 1994 parut la nouvelle génération de manuels, intitulée Historia. Les manuels utilisés actuellement sont également intitulés Historia, mais ils ont été considérablement modifiés, en 2009 puis en 2014. Nous étudierons le discours textuel et iconographique des manuels d'histoire nationale, et d'une sélection de manuels consacrés à l'histoire de chacun des États mexicains, aujourd'hui étudiés en 3e année de primaire. Nous tenterons de montrer comment le discours a évolué à travers ces 4 générations de manuels, comme en fonction du contexte social et politique du moment l'histoire est enseignée, et comment les manuels servent ce mythe national. Ainsi, dans une première partie nous verrons comment les manuels des années 1960, pour renforcer l'identification à la nation, s'appuient sur les grands personnages historiques mexicains. Dans une deuxième partie, nous mettrons en évidence la manière dont les manuels des années 1970 et 80 valorisent les éléments d'unification que sont le territoire, la langue et le patrimoine commun. Dans une troisième partie, nous verrons que les manuels de la génération suivante fondent la consolidation de l'identité nationale mexicaine sur l'égalité des chances, la solidarité et le progrès social et économique. Enfin, dans une quatrième partie, nous tenterons de mettre en évidence la façon dont les manuels actuels s'appuient sur la société de l'information et de la communication, pour défendre et développer les valeurs de la démocratie. Première partie. Année 1960. Historia y Civismo. L'histoire politique. Sous la présidence de Adolfo López Mateos, 1958 à 1964, le Mexique était confronté aux 2 problèmes suivants. Un grand nombre d'enfants en âge d'être scolarisés n'avaient pas accès à l'enseignement et celui-ci était de piètre qualité. C'est pour tenter de remédier à cette situation que fut établi, le 31 décembre 1958, un décret connu sous le nom de « Plan de los 11 años ». Un grand nombre d'écoles furent construites, aussi bien en ville qu'à la campagne, et de nombreux enseignants recrutés. Une mesure essentielle fut la création, en 1959, de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. L'État se chargerait de faire rédiger, illustrer et éditer les manuels correspondant au programme de la SEP, et de les distribuer gratuitement à tous les élèves de primaire du pays. Divers groupes sociaux s'élevèrent contre cette mesure, car ils considéraient que cela favoriserait l'enseignement d'une vérité officielle. Des parents d'élèves, l'Église et le PAN notamment manifestèrent contre cette mesure. Le président et son ministre, Jaime Torres Bodet, justifiaient cette décision en disant qu'elle permettrait l'égalité des élèves devant l'éducation.
Les manuels d'histoire et d'éducation civique s'appuient sur les grands personnages de l'histoire nationale pour transmettre l'amour de la patrie. Chaque manuel fut écrit par un auteur différent. Pour illustrer les couvertures de ces manuels, la commission fit appel aux artistes suivants: David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Alfredo Zols, Fernando Lil et Raúl Anguiano. Ils choisirent de représenter l'indépendance, la réforme et la révolution à travers 3 personnages principaux: Miguel Hidalgo, Benito Juárez et Francisco I. Madero. Mais en 1962, il fut décidé d'uniformiser les couvertures de tous les manuels de primaire. Fut choisie une allégorie de la patrie mexicaine peinte par González Camarena, représentée par une femme à la peau brune et aux traits indigènes, vêtue d'une tunique blanche et accompagnée de l'aigle et du serpent de l'emblème du Mexique, du drapeau mexicain et tenant un livre à la main. Derrière elle, des produits de la terre et de l'industrie mexicaine. Dans les manuels Mi Libro de Tercer Año, Historia y Civismo, et Mi Libro de Cuarto Año, Historia y Civismo, certaines leçons sont consacrées à l'éducation civique, d'autres à l'histoire. Les 2 matières sont imbriquées. Nous nous intéresserons ici plus spécifiquement aux leçons d'histoire, sans nous désintéresser toutefois de la partie éducation civique de ces manuels. Des manuels très organisés et très détaillés. Le manuel de 3e année de primaire, Mi Libro de Tercer Año Historia y Civismo, organise chaque leçon sur 2 pages, sur le modèle suivant. Le titre de la leçon en gros caractères, en lettres majuscules capitales. Une illustration sur 1/3 de la première page. Le texte de la leçon sur les 2/3 de page restants. La suite du texte sur le 1/3 de la page suivante. Un résumé des points principaux, en 4 à 6 points. 1 ou 2 mots de vocabulaire. Une illustration sur le dernier tiers de cette seconde page. L'ordre de ces différents éléments peut varier, mais les proportions consacrées à chacun d'entre eux restent sensiblement les mêmes pour chaque leçon. Pour sa part, le manuel de 4e année, Mi Libro de Cuarto Año Historia y Civismo, n'est pas divisé uniquement en leçons comme celui de 3e année, mais d'abord en 11 chapitres, de 7 à 60 pages, puis en parties, puis en leçons. Le manuel de 3e année traitait de la période préhispanique, de la conquête espagnole, et de quelques aspects de la période coloniale. Celui de 4e année rappelle, dans son chapitre 1, les principales connaissances qui ont dû être acquises par l'élève au cours de la 3e année. Du chapitre 2 au chapitre 11, ce manuel de 4e année est consacré à l'histoire du Mexique depuis les premières années de la conquête jusqu'aux années du cardenismo, soit de 1519 à 1940. Chaque chapitre se présente à peu près comme suit. Sur la première page, nous trouvons en haut de page le titre de la leçon en lettres majuscules capitales, puis un quart de page de texte suivi d'une demi-page d'illustration. Chaque leçon est découpée en paragraphes et en sous-paragraphes, et illustrée par plusieurs petits dessins. En fin de leçon, un résumé sur les 3/4 de la dernière page, introduit par la phrase « Lo que de recordar sobre », suivi du titre de la leçon, par exemple pour le chapitre 2, les primero años de la época virreinal, découpé en 4 à 6 points. Après le résumé, on renvoie l'élève aux exercices qui figurent dans le cahier d'activités qui accompagne chacun des manuels, intitulé Cuaderno 2. Trabajo. Par exemple, en fin de chapitre 2, Ejercicios 8 y 9 del Cuaderno de Trabajo. Les illustrations occupent le plus souvent 1/3 de page. Les mots importants sont en caractères gras dans le texte. Il en est de même dans le manuel de 3e année. Nous remarquons que, tant dans le manuel de 3e année que dans celui de 4e année, les illustrations sont exclusivement des dessins. Dans Mi Libro de Tercer Año, Historia y Civismo, les auteurs prennent la place du maître et guident l'enfant dans sa façon d'utiliser les ressources du manuel. Observemos este mapa de nuestro país. Que representan esa líneas de puntos que atraviesan de uno a otro extremo, el trazo del suelo mexicano. Ils sont assez exhaustifs dans les explications et les informations qu'ils fournissent. Chiffres précis, beaucoup de dates et de nombreux noms de lieux et de personnes. Dès le début du manuel, les auteurs s'adressent directement à leurs jeunes lecteurs. Amigos de Tercer Año, hemos nacido en un hermoso país que se llama Mexico. Ou bien. Yo te ayudaré a comprender ese pasado de tu patria,
te hablaré de los hombres, la mujeres y los niños que la honraront y le dieron gloria, luchando por engrandecerla y sirviéndola con entusiasmo, honrade y amor. Cette façon de procéder permet d'instaurer une relation de proximité avec l'enfant, afin de l'impliquer davantage dans ses apprentissages, ainsi qu'une proximité affective de l'enfant avec sa patrie. Les auteurs du manuel se présentent comme un guide pour l'élève, et se proposent de l'aider à éveiller sa conscience sociale à travers l'étude de l'histoire des héros qui ont servi sa patrie. L'histoire sous forme de récit. Chaque épisode de l'histoire nationale est présenté à l'enfant sous la forme d'un récit. Ainsi, dans le manuel Historia y Civismo de 3e année, on nous raconte l'histoire de l'arrivée de Cortés à Tenochtitlan et sa rencontre avec Moctezuma. D'entrée de jeu, le lecteur est invité à adopter le point de vue de Cortés, car cet épisode historique nous est narré du point de vue des Espagnols de l'époque, basé sur les récits des chroniqueurs de l'époque de la conquête, comme par exemple Bernal Díaz del Castillo. Ainsi, le titre de la leçon est Cortés en Mexico. Cortés apparaît ainsi d'emblée comme le héros de l'histoire qui va nous être racontée. L'enfant sera par conséquent amené à s'identifier à ce héros. D'après le texte de ce manuel, Moctezuma fait d'ailleurs honneur à Cortés en allant à sa rencontre. Al llegar Cortés a Tenochtitlan, Moctezuma, llevado en andas por los nobles, salió a recibirlo hasta la afuera de la ciudad. Mais Moctezuma apparaît en position de faiblesse vis-à-vis de Cortés qui, selon une ancienne prophétie, semble être celui qui viendra soumettre son peuple. Hombre profundamente religioso, Moctezuma creó ver cumplida en la presencia de los españoles la profecía de Quetzalcóatl, Dios tolteca, vendrán del orient hombres blancos que se adueñarán del país. Il semble perdu dans ses contradictions, et incapable de lutter contre Cortés. Il se pose toute une série de questions qui montrent sa perplexité puis sa faiblesse face aux conquérants espagnols, à qui il remet des présents en les suppliant de s'éloigner. Debía resignarse a perder su trono, combatiría a los blancos, habría llegado la hora anunciada por Quetzalcóatl. Se decidió por lo pronto a enviar ricos presentes a los recién llegados y la supplica de que se alegraran. À l'opposé, Hernán Cortés apparaît comme un homme d'action, intelligent et décidé, qui sait s'allier les peuples ennemis des Aztèques, et parvient ainsi à s'emparer de la capitale de leur empire. Con gran maña logró Cortés la amistad de todos los pueblos enemigos de los aztecas, y pudo así llegar hasta la capitale del poderoso imperio. Nous sommes donc face à une mise en scène de la rencontre de deux grands hommes dont nous pénétrons l'intimité. Nous comprenons que chacun a sa sensibilité, et cela nous rend ces personnages attachants. Le merveilleux fait également partie de l'histoire. Los españoles admiraron los palacios, la cascada, los acueductos y los mercados de la gran ciudad. Les décors eux aussi sont grandioses. Se les alojó por orden de Moctezuma, y con toda clase de comodidad en el palacio de Axayacatl. Mais les sentiments de méfiance des uns à l'égard des autres, los aztecas veían con disgusto a los extranjeros, vont déclencher l'action. Pronto lo notó Cortés, y para su mayor seguridad ordenó apresar a Moctezuma, lo mismo que al hermano de Eaxantegu Cuitlahuac, valeroso príncipe y a otros nobles. Les détails de la révolte des Mexicains nous sont épargnés. On se limite à nous faire savoir que, con esto aumento el descontento de los mexicanos. L'histoire se termine par la soumission de Moctezuma envers Cortés. Pero convencido Moctezuma de que era imposible resistir, acabó por someter si rendir vassalage al rey de España. Cortés est ensuite valorisé pour avoir mis en place une belle organisation politique et administrative, dans ce qui deviendra le territoire de la Nouvelle-Espagne. La place du résumé. Le résumé de la leçon intitulée Gobierno de la Nueva España, situé à la page 31 du manuel Mi Libro de Cuarto Año, Historia y Civismo, reflète assez bien les éléments qui sont mis en avant dans les manuels de cette génération. Ici, les principales idées à retenir sont détaillées en 5 points. Tout d'abord, les institutions politiques mises en place par le gouvernement colonial. El Real Consejo de Indias se creó para atender y resolver los problemas de la posición de ultramar.
Puis, les formes de gouvernement de la Nouvelle-Espagne. 2. La Nueva España tuvo la siguiente forma de gobierno. A. Capitanía General. B. Oficial Reales. C. Audiencia CH. Virreinato. Puis, les noms des responsables politiques et leurs réalisations. 3. Los resultados de estas formas de gobierno fueron. A. Hernán Cortés, Capitán General, procuró organizar el país, pero las quejas presentadas contra él movieron al rey a cambiar la forma de gobierno. B. Los oficiales reales gobernaron mal y provocaron sublevación. C. También la primera audiencia gobernó mal. La segunda lo hizo bien e impartió justicia. En E accent aigu sta figuraba, don Vasco de Quiroga. D. Aunque los virrey representaban a la persona misma del rey de España y él le daba muchas atribución y gran autoridad, no todos gobernaron bien. Más de 60 virrey tuvo la Nueva España. Merecen recordarse los siguientes. Antonio de Mendoza, que fut el primer virrey e introdujo en México la imprenta. Luis de Velasco, durant cuyo gobierno se inauguró nuestra universidad. Luis de Velasco, el hiro quien fundó fábricas de tejidos de lana. Antonio María de Bucareli, que fundó la Casa de Cuna, varios hospital y el Monte de Piedad, e hizo explorar la costa noroeste de América. Bernardo de Galvez, que mandó construir el castillo de Chapultepec y defendió a los peones contra los abusos de la tienda de raya en la hacienda. Vicente Guillem de Pacheco, segundo conde de Revillagigedo, quien embelleció la ciudad, la dotó de empedrado, alumbrado y policía y organizó el censo de la población de 1793. Juan O'Donoghue, que fut el último gobernante espagnol y reconoció la independencia de México. Ensuite, nous est décrite la division politique de la Nouvelle-Espagne en territoires. 4. Para los efectos políticos, la Nueva España se dividió primero en reinos y provincias y después en intendencias. Enfin sont évoquées les lois mises en place. 5. Durant la época virreinal se dictaron para proteger a los indios, disposición que con mucha frecuencia fueron desobedecidas por los españoles peninsulares y por la mayoría de los criollos. Ce sont donc les organisations politiques, les dirigeants politiques et leurs décisions qui sont mises en avant dans ce manuel. Ce dernier, en comparaison avec les manuels qui lui succéderont, met davantage l'accent sur les réalisations politiques des gouvernants, ainsi que sur les institutions politiques, même si, comme nous le verrons plus loin, le peuple occupe également une place importante. Un cahier d'exercice accompagne chaque manuel. Il est essentiel de noter que le manuel Mi Libro de Cuarto Año, Historia y Civismo renvoie systématiquement aux exercices du Cuaderno de Trabajo de 4e année à la fin de chacune des leçons. Par exemple, à la fin de la leçon 2 du chapitre 4, intitulée La República, les auteurs du manuel renvoient l'élève aux exercices numéro 40 et 41 du cahier d'exercice correspondant. Le texte à trous du Cuaderno de Trabajo doit être complété par l'élève avec ou sans l'aide de son manuel, comme on le lui précise en haut de page. Si para hacer este ejercicio consulta el libro de historia, anotelo con este signo en estos paréntesis. La leçon du manuel nous informe des noms des responsables politiques qui ont succédé à Iturbide en 1824, de la décision prise par les députés au Congrès d'adopter la République comme forme de gouvernement, et de la lutte entre partisans de la centralisation et partisans du fédéralisme, qui vit finalement la victoire de ces derniers. En la lucha entre estas dos tendencias, la federalista y la centralista, triunfó la federalista. El país quedó dividido en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. En este último debían radicar los poderes de la Unión, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La première constitution mexicaine fut celle de 1824. Esta constitución estableció la República Representativa, Popular y Federal, y el gobierno quedó integrado por los tres poderes de que ya hemos hablado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
En tu quaderno de trabalho tienes unos ejercicios sobre este punto. Realizandolo bien comprenderás mejor la cuestión de que aquí se trata. Dans son cahier d'exercice, l'élève doit remplir le texte à trous avec les termes appris dans la leçon. Par exemple, los federalistas, et les dates essentielles, ici la Constitution de 1824. En vérifiant si l'élève a correctement complété son cahier d'exercice, l'enseignant saura s'il a bien compris la leçon. En outre, ce système permet à l'enfant de fixer les connaissances essentielles à retenir. En effet, celles-ci se trouvent déjà répétées et précisées dans le résumé de la leçon, dans le manuel Mi libro de quarto año Historia y Civismo. Cependant, l'enfant, dans son cahier d'exercice, est amené à écrire lui-même les connaissances qu'on lui demande de retenir, ce qui est supposé favoriser les apprentissages. Il retiendra certainement mieux ce qu'il a lui-même écrit après avoir fait appel aux informations qu'il a apprises dans son manuel. Il lui est demandé, dans ce type de texte à trous, de noter et de retenir les mots-clés indispensables à la compréhension des événements d'importance, ainsi que les dates clés et les noms des personnages essentiels. Par exemple, l'exercice 41 du quaderno de trabalho donne tout d'abord les définitions des termes essentiels utilisés dans la leçon du manuel, et des précisions concernant l'organisation politique des États-Unis du Mexique. Puis il est demandé à l'élève de compléter des phrases à l'aide des différents mots dont on lui a expliqué plus haut la signification. Chacune des 6 phrases données doit être complétée par l'un des 7 mots proposés. Il s'agit ni plus ni moins de restituer les connaissances apportées par le texte explicatif précédent concernant les 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, et le devoir de vote du peuple. Cela permet de vérifier la bonne compréhension et l'acquisition des connaissances exigées de l'élève, en particulier des mots de vocabulaire dont il devra comprendre et connaître le sens, et qu'il devra retenir. Il est important de noter que l'enfant conservera ensuite ses livres, qu'il pourra consulter à tout moment de sa vie s'il le désire. Son manuel et son cahier d'exercice resteront donc pour lui des ouvrages de référence tout au long de sa vie d'enfant et d'adulte. Des textes en complément de la leçon. Par ailleurs, les manuels de cette génération incluent des textes qui viennent en complément des leçons proprement dites. Par exemple, nous trouvons, à la page 73 du manuel Mi libro de quarto año Historia y Civismo, une biographie de Leona Vicario, et à la page 75, un témoignage sur la entrada del Ejército Trigarante. Le texte consacré à Leona Vicario retrace sa biographie, et met l'accent sur son action dans la lutte pour l'indépendance du Mexique ainsi que sur l'aide que lui apportèrent les insurgés pour l'aider à sortir de prison, après qu'elle ait été arrêtée pour avoir collaboré avec les indépendantistes. Cuando Quintana Roo salió de la capital para refugiarse con Ignacio Reón en Tlalpujahua, Leona sostuvo con ellos activa correspondencia y no cesó de enviar l'informe y dinero. Encarcelada al interceptársele algunas de sus cartas, le fueron confiscados sus bien a consecuencia de la declaración favorable a la revolución que hizo durante el proceso. Con ayuda de los insurgentes logró escapar de la cárcel. Elle est reconnue comme un personnage important puisque Leona Vicario murió el 24 de agosto de 1842. Su entierro revistió solemnidad inusitada. Quant au texte de la page 75, il nous propose le témoignage d'un vieux soldat qui a combattu dans sa jeunesse pour l'indépendance de son pays. Il nous raconte avec émotion l'entrée dans Mexico de l'Ejército de la Tres Garantias. Al desfilar por la calle, cada uno de nuestro batallón, cada regimiento era saludado con vivas y aplausos. Cuando pasamos los soldados del sur, los que habíamos peleado sin trégua durant 11 años en las montañas, los que formábamos la Legión Indomable del General Vicente Guerrero, el entusiasmo del pueblo que no recibía reo el delirio. Ces documents contribuent à impliquer le jeune lecteur dans la réalité de l'histoire de son propre pays, en partageant la lutte de 2 personnages, l'une originaire d'un milieu social plus favorisé, l'autre soldat anonyme mais représentant des gens du peuple qui ont donné leur vie pour la liberté, qui se sont engagés pour leur nation. Tous ces éléments contribuent par conséquent à rapprocher les jeunes lecteurs des institutions politiques. Les illustrations. Comme nous l'avons vu plus haut, sur la couverture de chacun des 2 manuels de 3e et de 4e année,
est reproduite l'œuvre du peintre Jorge González Camarena, intitulée La Patria. Une femme indigène, vêtue de blanc, porte fièrement le drapeau mexicain. À son côté, l'emblème du pays, un aigle dévorant un serpent, sur un opale que l'on ne distingue pas ici, censé être caché derrière la femme. En première page de son livre, l'enfant complète le petit texte suivant. Yo soy alumno-bas de la escuela, -bas. Mi nombre est, -bas. El nombre de mi maestre-base, est -bas. Este. Mi libro de tercer año. Historia y civismo. Ceci l'incite à s'approprier ce livre et à créer avec lui un lien affectif. La page suivante nous informe des noms des auteurs des textes et des illustrations de ce manuel, ainsi que de celles de la couverture qui, nous précisons, représente la nation mexicaine avançant sous l'impulsion du peuple. Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje cultural, agricola, industrial que le da el pueblo. Cela témoigne de la volonté de sensibiliser le jeune enfant à l'amour que l'on doit porter à sa patrie, qui garde sa grandeur et sa fierté grâce à l'action du peuple. Les illustrations occupent entre un tiers et une demi-page dans le manuel de 3e année. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.